Aujourd'hui, nous allons explorer des quartiers authentiques de Tokyo, habituellement peu visités par les touristes. Dans celui-ci, un peu, pour une raison que nous verrons plus tard. Ce sont des quartiers de banlieue où les Japonais ont l'habitude de passer leur week-end. Et ils nous en donnent la raison. Tout le monde ne va pas être à Shibuya, Shinjuku, Ueno, Akihabara, dans les quartiers typiques qui figurent dans tous les circuits touristiques classiques. Ce n'est pas grave, cette vidéo n'est pas sur le tourisme, on va juste explorer les quartiers authentiques de Tokyo, papa. Maintenant, nous sommes dans le quartier d'Ojikubo, qui par exemple n'est pas du tout touristique. C'est un quartier entièrement résidentiel, mais il a son charme, comme ce salon de coiffure un peu rétro, mais qui a vraiment l'air très rétro. Il y a quelques petites choses dans ce quartier qui sont sympas. Je pense qu'on va en profiter pour manger ici, car où que ce soit, il y aura sûrement de la place. Supermarché qui vend ses promotions. C'est très local. Le kebab, il y en a toujours, ça manque jamais. Ce quartier a aussi beaucoup de ramen. Ici, il y a un café nommé Mignon, intéressant car lié au thème de la musique classique. C'est un café où l'on vient uniquement pour écouter de la musique. Et en plus, on ne devrait pas parler fort. Les gens viennent prendre un café et écouter de la musique. C'est pourquoi on ne dira rien, on va juste prendre un café et partir. Le café est très joli. La dame qui sert en kimono, j'adore, parce que c'est un style classique de musique classique, mais sans abandonner la tradition japonaise avec un kimono très joli, un petit café et une tartine au fromage. Très bon, un silence total, des enceintes anciennes en bois. Et évidemment, toute la musique vient de vinyle, c'est pour ça qu'ils ont plein de vinyles là-bas. Un piano, car le soir, ils proposent parfois de petits concerts de musique classique. Très joli, j'ai aimé l'endroit, très calme. Ici se trouve le parc Otaguro, autrefois propriété d'un compositeur de musique classique du début du XXe siècle. Le monsieur était très riche, tout cela était son jardin, mais bon, avant de mourir, il a fait don de sa cour, pour ainsi dire, à la municipalité, et la municipalité, en quelque sorte, l'a transformé. Un jardin plus japonais? Non. Avant, c'était simple, pas grand-chose. Maintenant, c'est un parc magnifique que j'adore. Parce qu'ici, par exemple, tu vois beaucoup de petits vieux. Comme la vue est belle, il y a beaucoup de petits vieux qui s'assoient simplement pour dessiner des paysages. Ici, il y a une maison de thé et aussi l'endroit où était son atelier. Il faut enlever ses chaussures et mettre des pantoufles, mais l'entrée est complètement libre et gratuite. Bien sûr, c'était son atelier, son piano semble ancien. Une personne très bien placée, hein? Nous sommes maintenant au musée de l'animation de l'Université Polytechnique d'Animation, qui, eh bien, est un musée gratuit. Très joli petit lieu présentant l'histoire de l'animation, avec mini-théâtre et cinéma diffusant de courts films sur une durée limitée. Il y a une bibliothèque, il y a aussi plein de signatures d'auteurs de manga et d'anime. C'est un espace où tu peux faire ton propre doublage, c'est-à-dire mettre ta voix sur un extrait d'animation pour te mettre dans la peau d'un acteur de doublage. Tu appuies sur un bouton et ça montre comment fonctionne l'animation. Alors, ce qu'on fait ici, c'est prendre des feuilles un peu transparentes. Tu dessines une image, puis une autre, et tu crées ainsi une petite animation. Comme il est écrit là, tu prends une photo de chaque page et l'animation que tu as faite apparaît. Regarde comme c'est bien, la fille d'avant a fait une animation d'une petite grenouille, c'est très bien. Regarde, ça m'a plu. Il y a plein de brochures qui peuvent attirer ton attention sur des événements, des expositions, des festivals d'animation. À Kishijoji, tout près, il y a aussi quelque chose de Capcom, Hiroshima. Très bien. Ces choses-là sont bien pour parfois obtenir quelques infos sur ce qu'on peut faire. Et en face du musée, il y a un temple, je ne sais pas comment y aller pour le voir, car c'est assez tendu, l'entrée est assez grande. Mais bon, c'est ça. Au Japon, il n'est pas forcément nécessaire d'aller toujours dans les temples célèbres. Parfois, on trouve des temples de quartier très petits qui sont assez jolis. Et parfois, comme celui-ci, ils ne sont pas si petits, mais ils sont beaux.
Ici, il y a vraiment beaucoup de paix, non? Je regarde, et ici, on sent vraiment que c'est très local, dans le sens où les mikoshi, qui sont ces sanctuaires mobiles utilisés pour les festivals, se trouvent normalement dans des temples importants, grands ou célèbres. D'habitude, ils sont dans un lieu impressionnant, comme surveillé. Ici, c'est un entrepôt, ça m'a plu. De plus, le shintoïsme est une religion polythéiste avec de nombreux dieux liés à la nature. À l'intérieur d'un temple, tu peux voir un autre temple à côté, un petit hôtel ou un mini sanctuaire. Ils ont des entrées partout et des torii partout. Eh bien, le tori, comme je l'ai déjà dit, s'il y a un tori, cela veut dire que c'est un sanctuaire shintoïste, non? Le shintoïsme est la religion autochtone avec laquelle le Japon est né. Par conséquent, c'est un type de temple que l'on ne voit qu'au Japon, alors que les bouddhistes, on peut voir des temples bouddhistes dans d'autres pays. Il se trouve que de toute façon, le bouddhisme est ici au Japon depuis si longtemps qu'il a déjà une identité propre, n'est-ce pas? Différente des temples d'autres pays d'Asie, avec seulement le sanctuaire principal. J'aime qu'on utilise autant d'espace, non? Ah, regardez, ici par exemple, il y a les komainu, qui sont les chiens gardiens, qu'on utilise habituellement dans les sanctuaires shintoïstes. Un mâle et une femelle, on voit que la femelle est avec le petit et le mâle avec un ballon, parce que bon, le mâle aime le football. Nous sommes maintenant à Nakano, à 5 minutes de Shinjuku. Ici, c'est surtout connu pour une chose que nous allons voir après. Avant tout, j'ai faim et je veux chercher quelque chose à manger par ici. Et ici, c'est une zone un peu labyrinthique avec des petits restaurants, des petits bars et tout ce genre de choses, alors on va voir ce qu'on peut trouver à manger par ici. J'adore ce quartier justement parce qu'il est très labyrinthique. Et une chose à propos de ce quartier, c'est qu'il est resté assez ancien, pour ainsi dire. Parce que ce quartier, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, même si tout Tokyo a été bombardé, ce quartier en particulier n'a pas subi autant de bombardements. Par conséquent, même si tous les bâtiments ne datent pas d'avant-guerre, il en a quand même pas mal qui ont survécu. Et c'est pour ça qu'il a cette petite authenticité, on dirait des quartiers un peu anciens, malgré l'activité commerciale qu'ils ont. Et donc, on est entré dans un izakaya, de ceux où l'on mange en tashinomi, c'est-à-dire manger ou boire debout. On a du nihonshu, car on a commandé uniquement de la cuisine japonaise, qui accompagne très bien ce saké, ce serait du vin de riz. C'est délicieux. Et j'ai commandé une marque qui s'appelle Kito, que je connais et que j'aime bien. Et ici, par exemple, comme l'otoshi serait comme un plat obligatoire, qui est comme un service de table. On te donne du poisson, et là comme de l'eau, avec un peu de bouillon, pour accompagner un peu le poisson. Le cuire rapidement suffit, pas besoin qu'il soit très cuit. Il y a le ponzu, qui serait comme une sorte de sauce vinaigrée qui va bien avec ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs otoshi qu'on m'ait jamais servi dans ma vie, parce qu'habituellement l'otoshi est quelque chose que je ne commanderais pas. C'est assez banal pour ainsi dire. Ceci est du gyumutsu, qui serait comme un petit ragoût, avec un peu de viande de bœuf ou de porc, quelques légumes, des choses de ce genre, un peu de tofu. Ceci est du gobo, qui est une racine, du daikon, qui serait du navet, de la carotte, un peu de bouillon. Eh bien, ceci doit être de la tripe ou quelque chose comme ça. Ces petits ragoûts sont très bons, ils sont délicieux. Ensuite, ceci qui serait du thon, c'est une de mes parties préférées car c'est une partie très tendre. Ce n'est pas un objet broyé à la machine ni similaire. Ce sont des parties très tendres du thon qui doivent absolument être servies ainsi car elles ne peuvent pas avoir une forme solide. Un peu de nori, de wasabi et voilà. Et tout cela se marie toujours très bien avec le nihonshu. Passons maintenant à la polémique. Après des années au Japon, je n'ai plus autant de répulsion. Et ce que disent les gens, à vrai dire, ça ne m'importe plus autant. Ceci est du sashimi de baleine. J'en ai déjà mangé plusieurs fois, ce n'est pas mon plat préféré. En fait, je le commande juste pour la vidéo, pour vous montrer. La viande de baleine est généralement plus dure selon l'endroit. Les Japonais, les personnes âgées par exemple, en mangent par nostalgie parce qu'au Japon, après la guerre, on servait de la viande de baleine dans les cantines scolaires. Parce que, eh bien, cela permettait de nourrir la population pendant la période de pauvreté. Tout est très bon. Ce sont des expériences vraiment authentiques que l'on peut vivre ici. Ah,
Regarde, la brochette de thon est arrivée. Waouh, elle a l'air délicieuse. Regarde l'épaisseur qu'elle a. Oh, avec un peu de rouge à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une pièce juste saisie. Voyons voir ce que ça donne. Un peu de shoyu, sauce soja et on goûte. C'est vraiment très bon. C'est un vrai luxe, un vrai luxe. Bon, ça c'est Egir, qui serait de la menthe à griller comme ça. Et c'est très typique comme apéritif d'izakaya, de taverne, et ça se marie très bien avec le nihonshu, évidemment. Ah, attendez, j'allais oublier un de mes préférés, les huîtres. Moi, j'aime les manger comme ça, verser un peu de nihonshu, du saké, juste un filet, et cette combinaison est une tuerie. La combinaison est incroyable, c'est brutal, c'est Dieu, c'est enfin, et vous voyez que je suis bien rouge. Eh bien, c'est quelque chose de très typique chez beaucoup de personnes d'origine japonaise, c'est-à-dire, c'est ma plus grande preuve que je suis japonais. Mais avec un peu d'alcool, on rougit déjà comme ça. Il y a un pourcentage élevé de japonais qui disent que c'est une sorte de carence d'une enzyme qui manque aux japonais. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'est une carence en enzyme. Voilà l'explication. Le truc c'est que, enfin, je ne suis pas ivre, je vais très bien, mais bien sûr, on dirait que je suis complètement saoul parce que je suis tout rouge. Et qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu ce nihonshu et une bière. Enfin, pareil, dans une demi-heure, je pense, si j'arrête de boire, ça passera. Il y en a certains, par exemple, qui deviennent rouges, et puis ensuite le corps commence à assimiler et ils redeviennent normaux. Mais c'est là que tu commences à avoir, oui, une attitude d'ivrogne. Voyons. Et quelque chose que j'aime beaucoup dans ce quartier, c'est qu'il y a ces ruelles qui sont un peu anciennes. En sortant de la station, tu tombes d'abord sur cette rue piétonne couverte très chic. Bourgeoise, friquée, jolie. C'est beaucoup plus superficiel. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est une jolie ruelle commerçante, non? Cet endroit attire de nombreux touristes, car depuis les années 80 ou 90, il ressemble à un ancien Akihabara. Non, c'est un centre commercial assez vieux, mais qui est complètement rempli de boutiques d'occasion, d'animes, de mangas, de trucs de geeks. Et bien sûr, ici oui, dans cet endroit, ici il y a beaucoup de touristes, mais justement parce que c'est un endroit très reconnu, parce que c'est le siège principal où est née la boutique Mandarake, qui est une boutique très spécialisée dans tout ce qui est manga, anime. Ils vendent par exemple des sets d'animation, beaucoup de choses d'anime vintage. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas autant de trucs de geek, mais en montant d'un étage, il y a 2 étages et demi. Je dis 2 et demi parce que le 3e étage est assez vide, mais c'est tout du vintage d'anime. C'est étrange. L'escalator te fait monter 2 étages d'un coup, sautant ainsi l'étage numéro 2. Bon, voyons voir. Par exemple, voici le magasin de manga Mandarake. J'adore. Tu vois qu'on est dans le couloir et les mangas sont là. Ici, tu peux directement les prendre et les emmener à l'intérieur pour qu'on te les fasse payer. Mais évidemment ici, personne ne va voler de manga. En plus, ils ne sont pas chers. Ces tableaux sont très jolis, dis donc, mais ce doivent être des impressions. Bon, voyons. Ils coûtent 70 $. Oui, ce doivent être des impressions, c'est bien. Une chose qui caractérise le magasin Mandarake, c'est qu'il vend beaucoup de produits vintage, d'anime et de manga. Mais bien sûr, évidemment, Mandarake, ici, à l'intérieur de ce bâtiment, le Nakano Broadway, possède environ 6, 7, 8 boutiques. Ils en ont pas mal, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc l'endroit est déjà connu comme le Mandarake de Nakano, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est un ensemble de magasins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais au Nakano Broadway, ce sont des boutiques d'animé et manga. Et aussi des montres, en plus, des montres haut de gamme, des montres chères, Rolex, Omega, tout ce genre de montres, n'est-ce pas? Je n'ai jamais compris ce mélange dans ce magasin, j'aime bien car il change toujours de thématique. Par exemple, je me suis acheté une chemise de Junji Ito, mais la thématique change, donc je ne sais pas s'ils l'auront. Oui, il y a toujours des articles de Junji Ito, mais pas la chemise que j'ai. J'adore cette assiette, mais je doute de sa praticité. J'aime qu'elle soit fonctionnelle comme une vraie assiette. Le Goju Insho, le carnet où les temples apposent leurs sceaux et signatures lors des visites. J'adore ces objets, la statue et la figurine sont superbes. J'aime vraiment le merchandising et l'art de Junji Ito. Je suis fan, mais pas trop des histoires. Les histoires sont toujours mauvaises, dans le sens où la conclusion de l'histoire est mauvaise, mais j'aime tellement l'art. Regarde, dans les magasins de Sofubi,
Place. Ce qui est bien dans cet endroit, c'est que comparé à Akihabara, l'avantage ici c'est qu'il y a 3 étages et qu'un magasin est juste à côté de l'autre. Regarde les Rolex. Voyons, la plus chère, 15 millions de yens, ça fait environ 100 000 $ que vaut cette Rolex, 100 000 $. Elles sont originales, monsieur? Non, non, c'est fou, elles sont comme ça. Même avec beaucoup d'argent, je ne toucherai jamais une telle montre. Mais la combinaison dans cet immeuble est vraiment étrange. Ce qui est sûr, par exemple, voyons aussi, une des raisons pour lesquelles il y a autant de touristes, c'est que les Japonais, aujourd'hui, ne vont plus ni à Akihabara, ni ici, sauf pour se promener. Il y a des galapones un peu pour adultes, que je ne vais pas trop montrer, parce que c'est très censurable. Je pense que je vais continuer ma collection de ceux-là. En plus, le vieux est parfois sympa et me laisse choisir les galapones. J'adore ce salon de beauté, vraiment rétro. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire, c'est une boutique, un bar, un café, mais tout est axé sur la musique. NK, qui serait un style de musique japonais, c'est, pour ainsi dire, le tango japonais. Non, c'est plutôt semi-moderne, de la musique du XXe siècle, mais de la musique pour les personnes âgées. Mais c'est un café dédié à ce thème. Dans les boutiques de cartes à collectionner, non. Mais en vérité, comme je ne collectionne plus de choses et tout ça, ça me rend un peu nostalgique de passer par ici. À mon arrivée au Japon, c'était « Ce mois-ci, on va au Nakano Brodo pour voir et acheter des trucs. C'était sympa, mais c'est fini. Partons. » Ce café au milieu de la galerie est magnifique. Vraiment, vraiment très joliment décoré. Il y a ça, et il est là, ici, au milieu du couloir. J'ai adoré car il y a beaucoup d'étrangers et de touristes ici. Et le seul endroit où je vois uniquement des Japonais, c'est dans ce café rétro. Ce sont peut-être des Japonais venus voir des choses d'anime ou quelque chose comme ça. Ce café est célèbre, c'est pour ça qu'il y a aussi une sorte de mode des gens qui cherchent des cafés rétro. Ce n'est pas vraiment le style élégant des années 60, 70 et 80, mais oui, cette galerie a beaucoup de contrastes différents, mais tout est surtout très rétro. Ici, il y a ce décor qui est très recherché. C'est une collaboration entre McDonald's et Evangelion, où la pièce de McDonald's s'ouvre et devient une sorte de transformer d'Evangelion. Et je me suis souvenu que c'est Iñaki Godoy qui l'a acheté, celui qui est l'acteur de Luffy dans le live-action de One Piece sur Netflix. Je l'ai amené ici, c'est drôle car il m'a écrit et sa mère me suivait. Salutations à la maman d'Iñaki, c'est pour ça qu'il m'a écrit et que je l'ai amené ici pour se promener. En plus, ce garçon est incroyable à bien des égards, parce que, d'abord, sa personnalité est très fidèle à Luffy. Un garçon très sympathique, joyeux et énergique. Ce jour-là, nous sommes allés manger avec ma femme, tous les 3. Et ce garçon parle très bien japonais. Il a 21 ans et il disait qu'il a commencé à étudier le japonais il y a 1 an et nous avons passé tout le dîner à parler en japonais. C'est-à-dire, il ne le parlait pas parfaitement, mais tout ce qu'il disait était compréhensible. Franchement, c'est vraiment admirable. Et bon, il avait acheté ce pack de McDonald's, je crois que c'était pour son oncle, qui était fan de trucs McDonald's ou quelque chose comme ça, il l'a acheté pour offrir. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point ce garçon parlait bien japonais. Il disait qu'il avait étudié le japonais parce qu'il voulait parler en japonais avec Ota Sensei, l'auteur de One Piece. Franchement, c'est incroyable et en plus, il aime le Japon. Et maintenant, on est dans un de mes quartiers que j'aime le plus, même si je ne sais pas si c'est mon préféré, mais sans aucun doute, c'est l'un des quartiers préférés des Japonais qu'on pourrait qualifier de différent, et aussi des étrangers qui vivent à Tokyo. Pourquoi je dis ça? Ce quartier, Koenji, j'avais déjà réalisé une vidéo spéciale à son sujet il y a 2 ans, plus tôt, car c'est un quartier très différent, riche en culture musicale. Et ça, c'est vrai, ça n'a pas changé, mais c'est un quartier très bohème. En fait, c'est le côté ouest, près de Tokyo, de Shinjuku vers la gauche sur la carte. C'est comme si ça cessait déjà de faire partie du centre, du véritable noyau de Tokyo, et que ça commençait à devenir un peu plus local, non? Et c'est ça qui lui donne de l'authenticité. Et parmi ce qui est authentique, c'est un quartier où beaucoup de gens qui faisaient ou veulent faire de la musique viennent s'installer dans des quartiers comme celui-ci, parce que le loyer est moins cher, même si, avec la gentrification et tout ça, comme le quartier devient populaire, les loyers ne sont plus si bon marché. Mais on pourrait dire que c'est une sorte de quartier qui, au moins, était bon marché. Et puis, c'est aussi un peu ça.
Tout ce trajet, qui est principalement relié par la ligne Chuo, une ligne de train de la Japan Railways, va de Shinjuku à de nombreuses universités qui se trouvent en dehors de Shinjuku, du centre de Tokyo. Beaucoup de jeunes s'arrêtaient dans les gares au milieu où ils cherchaient des endroits pour boire. Et ici, c'est un endroit, un quartier où il y a toujours eu beaucoup de bars qui se sont concentrés de façon organique, naturelle, des bars très axés sur la musique. C'est pourquoi il y a beaucoup de bars de musique ici, il y a beaucoup de boîtes. Cet endroit est rempli de boîtes qui sont complètement invisibles. Il y a quelques semaines, je suis venu voir un mini-concert dans un espace où il y avait 30 ou 40 personnes. Et on m'a invité parce qu'un groupe mexicain jouait. J'en ai profité pour lui poser quelques questions. Et comme il disait que le quartier de Koenji est un endroit rempli de bars, de lieux de musique et tout ça. Aujourd'hui, par hasard, je suis venu voir Johnny Nasty Roots. Les gars, c'est au Mexique. Première fois ici au Japon depuis le Mexique. C'est-à-dire... Roots Boots, première fois au Mexique, il y a environ 35 ans quand je suis né. Non, c'est notre première fois au Japon, dans ce quartier incroyable. Comment un groupe underground mexicain en est-il venu à jouer au Japon ? Eh bien, tu vois, on a essayé de postuler à un festival qui a lieu en avril. Malheureusement, il y avait beaucoup de candidatures, non ? Beaucoup de demandes pour participer au festival. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'en finale, mais ils nous ont proposé de faire une tournée si ça nous intéressait. On a dit d'accord, bon, on va voir de quoi il s'agit, et tout à coup, nous voilà ici. Incroyable, non ? C'est un gros effort, mais on est très content d'être ici. Ils ont environ 10 dates, je pense, je ne sais pas. Ce sont 8 dates. Ici, on va être... La plupart des spectacles sont dans divers quartiers de Tokyo, mais on ira aussi à Osaka, non ? Alors on doit prendre le train à grande vitesse. Eh bien, on va voir ce qui se passe. Non, mais c'est... Suivez les gars qui sont sur Spotify, sur YouTube. Spotify, Apple Music, Deezer, partout où vous pouvez écouter de la musique. Et nous, on n'est pas payés, mais on est là. Instagram, X, très populaire au Japon, ex-Twitter, Facebook et Johnny Nasty Boots sont beaucoup utilisés ici. Où que ce soit, vous pouvez nous trouver très facilement là-bas. Mais c'est un quartier, par exemple, que les Japonais adorent parce qu'il est plein d'izakayas, des bars pour boire. C'est cette ambiance chaleureuse, pas trop chic, pas trop snob, pas trop guindée, qui donne une atmosphère incroyable à ce quartier. Ici, tu te demandes où aller boire un verre. Tu as vraiment l'embarras du choix. C'est une ambiance que tous les Japonais aiment, non ? Et le fait est que justement, comme c'est un quartier où il y a beaucoup de bars de musique ou des quartiers très dédiés à la musique et surtout à l'underground, c'est là que tu trouves les Japonais typiques. Tu sais, tout le monde dit non. Mais j'ai rencontré un Japonais très atypique. Ce quartier en est rempli, tout simplement. Il y a beaucoup de Japonais là-bas qui parlent anglais, ou qui sont très ouverts aux étrangers, qui ne sont pas aussi structurés qu'eux. Tu vois, ici, ce n'est pas un quartier où tu vois beaucoup d'employés de bureau, par exemple. Les employés de bureau, ici, on en voit peu. C'est plutôt des Japonais freelance qui ont des emplois, beaucoup d'emplois plus informels. Des gens qui n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études ou qui en ont, mais qui cherchent des environnements différents. Regarde ça, par exemple, aujourd'hui, il y a comme une micro-foire de vinyle. C'est-à-dire, et c'est bien, parce que les week-ends, aujourd'hui qu'on est samedi aussi, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire, on voit toujours une activité très liée à la musique, très souvent. Justement, la vidéo spéciale que j'ai enregistrée il y a environ 2 ans, c'était un jour spécial, c'était de la musique de rue. Et ce jour-là, il y avait des petits groupes qui jouaient à différents coins de rue. En vérité, c'est un très beau quartier que je recommande. Mais bien sûr, il arrive aussi que, quand on arrive dans ces quartiers, on se dit « Il y a tellement d'offres qu'on se demande « Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ?» Et pour ça, j'ai comme expert mon ami Mati qui m'a aidé dans cette vidéo-là, cette fois-là. Je vais laisser ici son Instagram au cas où, si quelqu'un vient et veut une visite alternative, des bars ou de la vie nocturne et ce genre de choses,
Vous pouvez lui écrire directement sur Instagram et lui dire que vous venez de la part de Naka. Il organise même des visites nocturnes. Et ici, par exemple, même en déviant de 2 rues, il y a par exemple un Santo. Que le Santo, bon, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur ce qu'est un centre, qui est un bain public où tu te baignes. À la différence d'un onsen, les onsen sont des sources chaudes qui utilisent normalement des eaux thermales naturelles. Qu'est-ce que j'en sais? Ils sont plus touristiques. Là-bas, normalement, ils n'acceptent pas les tatouages. Mais par exemple, Mati me disait justement, je lui demande, et ils acceptent les tatouages là-bas? Et il me dit oui. Il me dit que c'est dans tous les santos, alors que je lui réponds non. Il précise que seuls les onsen n'acceptent pas. J'ai réfléchi, j'ai 2 santos près de chez moi qui acceptent les tatouages. Mais bon, ça peut être, non? Cette idée qu'on pense que le tatouage oui, non. Bien sûr, les onsen sont les plus recherchés par les touristes car ils sont plus touristiques et parfois disposent d'une partie en plein air. Comment le saurais-je? Normalement, ils refusent les tatouages. Je recommande vivement l'onsen de la vidéo où je suis allé. Il était magnifique avec sauna et espace en plein air. C'était très proche d'un onsen. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence avec ce Santo montré qui accepte les tatouages. Alors, ça oui, parce que le quartier a une complexité justement. Tu marches dans ces rues, elles sont vraiment jolies. Ici, il y a des endroits pour manger et boire partout, mais tu te demandes où sont les bars de musique. C'est que, bien sûr, le truc c'est qu'ils sont tous très underground, très sombres et vraiment faits pour un public régulier. Non, pas fait pour attirer de nouvelles personnes. Et évidemment, comme ils sont parfois de niche, ils sont un peu cachés. Par exemple, ici non. Parfois, il y a un escalier ici menant à l'étage où se trouve le bar. Ou au sous-sol aussi, ou par exemple ici, vous voyez qu'en haut, par exemple, il y a un bar. Ce n'est pas forcément musical, peut-être, mais c'est autre chose. Les endroits sont comme cachés, mais de façon dissimulée. C'est extrêmement abondant. Aussi, ce quartier compte de nombreux magasins de vêtements d'occasion. Alors, il y a la question des vêtements d'occasion et celle des vêtements vintage, ce qui fait la différence de prix. Celle-ci, par exemple, c'est un peu des deux. Ici, il y a des vêtements à 550 yens, soit 3,50 $, donc à 3 $. Mais je suis sûr qu'en entrant à l'intérieur, les prix vont beaucoup changer. Bon, ici c'est déjà 50 $. Mais ça, par exemple, ici, ils vendent un t-shirt un peu vintage de Pokémon, c'est original de Nintendo, mais fabriqué en Turquie pour l'Europe. Et bien sûr, ça coûte un peu plus de 50 $ pour un t-shirt tout vieux qui commence à boulocher, c'est ça, voilà, le truc avec les vêtements vintage. Parfois, ils sont un peu voleurs, mais il y a aussi des magasins de vêtements pas chers ou d'autres qui offrent un style vintage. On n'ira pas jusque-là, mais il y a un magasin de vêtements vintage d'animé avec des t-shirts très anciens des années 90 et 2000. Un t-shirt te coûte 200 $ avec des prix ridicules. Bien sûr, ce sont des vêtements introuvables aujourd'hui, ce qui les distingue du vintage. Tu ignores leur époque, ce sont des pièces introuvables et le charme est justement de dénicher des vêtements rares. C'est comme pour que tu te sentes un peu plus unique. Et là, on entre dans un couloir qui n'inspire pas trop confiance. On monte ou pas? Vieil ascenseur, vraiment vieux. On ne voit plus beaucoup d'ascenseurs comme ça. En plus, il s'ouvre très lentement et est en 2 parties. C'est un amabié. C'est un magasin de vinyle, non, mais vraiment caché, super bien caché, pour les fans, les fanzines. C'est-à-dire, c'est vraiment underground, mais à l'extrême. J'adore, parce qu'à l'extérieur du lieu, ici, il y a comme une bibliothèque où tu peux emprunter un livre et tu peux le rendre là-bas. Très cool. C'est-à-dire, oui, c'est à l'extérieur des portes du lieu qui est là. Ah, donc en plus il y a une salle. La boîte de mouchoirs utilisant une famille démontée, mais ça, pour les gens, si tu es un peu hippie, ce genre d'endroit va vraiment te plaire. Oui, il y a une guitare. Ça, par exemple, c'est un centre d'activistes. Parce que, d'ailleurs, le quartier de Koenji est comme... C'est aussi une zone avec beaucoup de gens très à gauche, parce que déjà avant, c'était une zone où se rassemblaient beaucoup de gens plutôt de gauche, des manifestants et tout ce genre de choses.
Ici, par exemple, on peut voir certains bars décorés avec le drapeau de la Palestine, des choses comme ça. Et là, on a terminé dans un bar à tapas avec vue sur la rue et les passants. Ceci est une liqueur de raisin sec avec du lait, qui peut être servie avec de la limonade ou du lait. Et avec du lait, c'est bon. Qu'est-ce que c'est censé être? Ragoût avec du poulet. Avec du poulet. Et cette brochette, c'est quoi? Brochette de porc. De porc. C'est-à-dire, moi tu m'as déjà amené ici avant, et franchement, les tapas qu'ils font ici sont délicieuses. C'est une fusion entre l'espagnol et le japonais. Voyons, la viande de porc. Elle est très bonne, la brochette aussi. Très bon, très bon. C'est le bar le plus étrange où je sois allé depuis longtemps, je crois. C'est une salle de tatami où il y a quelque chose en exposition. Je ne sais pas ce que c'est, avec de la musique, qui n'est pas vraiment de la musique non plus. Allons plutôt en bas. Mais en bas, c'est un bar normal, un bar avec disque jockey, il passe un peu de vieille musique. J'adore car il y a des personnes de tous âges, jeunes et plus de 50 ans. C'est un endroit vraiment curieux, mais l'ambiance est bonne, c'est sympa, et c'est assez éloigné du reste de Koenji, c'est à quelques rues. Ouf, eh bien c'était sympa la petite tournée des bars et tout ça. J'adore parce que c'est une ambiance où tu vois des gens de 20, 30, 40 et 50 ans, voire même je ne sais pas s'il y avait quelqu'un de 60 ans. Mais ce quartier aussi, c'est pareil, c'est très varié, le public, on voit des gens de tous âges dans les bars. Ce sont tous les Japonais recherchant une ambiance différente de celle de Shibuya ou Shinjuku, quelque chose de moins basique. C'était sympa, à la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin. Salut!